Alors, je réfléchissais un peu comment faire une entrée dans un podcast. Évidemment, je suis limitée, je suis bridée parce que je ne peux pas faire de roue, puis un salut au public. Donc, je vais me contenter de ma voix. Donc, je vais vous dire bonjour, bienvenue dans Jeudi Art. Je change un peu le format. Forcément, avec ce confinement, je me suis dit peut-être que j'avais plus le temps. Bon, le temps ou pas, je sais pas. En tout cas, j'avais un peu envie de changer de format, de vous raconter mes conneries à l'oral, que vous puissiez mettre une voix sur mes grands mots. Et aujourd'hui, pour commencer, je me suis dit, il faut commencer fort, il faut commencer par une peinture que tout le monde connaît. Peut-être que juste vous la connaissez comme ça. Peut-être que vous connaissez des vrais trucs dessus. Peut-être que vous avez vu un film dessus. Peut-être que vous avez lu et vu le film dessus. Aujourd'hui, on va parler de La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer. Je ne sais pas si vous connaissez. Normalement, vous connaissez. Si vous avez vu mon post en voyage de fleurs, avec Aurore. Voilà, c'est une peinture qui est très connue aujourd'hui dans le monde. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En tout cas, on va essayer, du moins, de parler de ce qui est intéressant. Alors, forcément, ça sera un support différent que les stories. J'espère que ma voix ne vous dérange pas beaucoup. Je n'ai pas bu ce matin. Voilà. Donc, j'aurai pas la voix de Jean-Michel Ricard. J'aurai simplement ma propre voix. Et on va commencer, comme on va suivre le même parcours que la story, on va commencer par le contexte. Qu'est-ce que c'est La jeune fille à la perle dans les Pays-Bas au moment où elle est sortie? À peu près vers 1665, on n'est pas sûr, voilà, 1664, 1665, 1666, fin du 17e les mecs, ok? Qu'est-ce qui se passe là-bas à ce moment-là? Alors, déjà, il faut savoir que la jeune fille à la perle, c'est très récent, en fait, qu'on l'appelle la jeune fille à la perle. À la base, elle n'avait pas tellement de nom, à part la jeune fille, voilà, ça a changé durant les années. Et ce nom-là, ça fait surtout depuis les années allez, 70 et vraiment très fort depuis le livre de Tracy Chevalier qui a ensuite été fait en film avec Scarlett Johansson, qu'on dit la jeune fille à la perle, la jeune fille à la perle. Mais avant, elle n'avait pas tellement de nom et surtout, faut quand même se rendre compte que si aujourd'hui on est tout en demi-molle dessus, elle a été quand même vachement bas les couilles pendant plusieurs années. Ça fait, allez, quelques années qu'on s'intéresse vraiment à elle, mais ce qui est certain, c'est que pendant 200 ans, personne n'en avait rien à foutre. Alors, ça, cette petite toux vous est offerte, ça me fait plaisir. Cette peinture, du coup, dans le contexte des Pays-Bas à ce moment-là, peindre aux Pays-Bas à la fin du XVIIe, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, il faut savoir que le marché de l'art en Europe, c'est un truc de fou. Il y a de l'inter-échange, c'est un peu l'équivalent des réseaux sociaux à l'époque, d'accord? Ce que fait quelqu'un en Italie, tout le monde le pépon derrière, voilà. Donc, à ce moment-là, peindre aux Pays-Bas par rapport à la France, voilà, on ne pouvait pas peindre comme ça parce qu'on avait envie en disant le matin, tiens, j'ai envie de faire une peinture de 6 mètres sur 12, etc. Non. En France et en Italie, pour peindre, il fallait qu'on nous dise, toi, mon Michel Pinceau, tu vas me faire cette peinture, ça va te prendre 4 ans, voilà, tu vas arrêter de bouffer pendant 4 ans, tu vas faire que ça. Et à ce moment-là, le peintre s'exécutait. Aux Pays-Bas, c'est pas le cas. Il y a de la commande, mais il y a aussi de l'auto-peinture. Et ce qui explique notamment, et on avait vu ça une fois dans Jeudi Art, la très grande quantité de peinture de Rembrandt. Là, ils peuvent faire un peu des deux. Évidemment, c'est mieux de faire une peinture où on est commandé parce qu'au moins on a de l'argent derrière. Mais derrière, ceux qui faisaient des peintures comme ça, ils pouvaient vendre leur peinture, ouh, on va pas y arriver, leur peinture au marché, mais ils n'étaient pas sûrs d'en tirer un bon prix. Alors derrière, il faut savoir que aux Pays-Bas, il y avait un marché de l'art qui était spéculatif. C'est-à-dire que l'immobilier et la peinture, à ce moment-là, c'était un truc de ouf. Donc il y avait des Stéphane Plaza de la peinture. Donc il y avait des cotes qui bougeaient, etc. Quand on était plus ou moins à la mode. C'est à peu près comme Weshden en ce moment. Par rapport à Feu et à Nakamura qu'on n'entend plus trop, c'est en ce moment qu'il faut faire un feat avec elle. Et bien c'était pareil à l'époque, c'est en ce moment qu'il faut acheter une peinture à ce Michel-là, c'est en ce moment qu'il faut acheter une peinture à cet autre Michel-là, etc. Et donc du coup, les prix pouvaient aller du simple au double et il fallait investir dans la peinture comme dans la pierre pour pouvoir derrière se dire bah voilà, bah moi j'ai le mec, j'ai une peinture de ce mec-là depuis 50 ans, et qui c'est qui a eu le nez creux, c'est Mimi. Voilà. En dehors de ça, les sujets, et notamment ce sujet d'une jeune fille, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas vraiment si c'est sa fille, ça peut. On ne sait pas si c'est une servante, ça peut, mais on ne sait pas. Avec un fond tout noir comme ça, pourquoi, dans ce contexte-là, qu'est-ce que ça veut dire? Pour nous, clairement aujourd'hui en 2020, ça ne veut rien dire. On s'en fout, elle est juste devant un fond noir, à la limite c'est sa photo de classe. Voilà, c'est pas plus incompréhensible que ça.
à l'époque, en fait, c'est très moderne. Et il faut comprendre qu'aux Pays-Bas, il y a le calvinisme qui est en place. Alors du coup, ils n'avaient pas le droit de peindre trop de sujets religieux. C'était pas très bien vu hein, par Jesus Christ, donc il fallait peindre d'autres sujets. Donc c'est-à-dire qu'en Italie et en France, ils étaient à fond les ballons sur peindre des trucs religieux, des sujets genre ouh, l'enlèvement des Sabines, tout ça, on y va. Mais aux Pays-Bas, pas trop. Donc du coup, les sujets qui n'étaient pas trop faits en France et en Italie, eh ben, ils ont eu une promotion canapé, bienvenue, vous avez été surclassé, vous passez en classe soleil aux Pays-Bas, et des sujets plus simples, du coup, sont plus aimés aux Pays-Bas. Donc les simples portraits, et c'est là on arrive dans le quel type de peinture c'est, donc on va dire paysage, marine, tout ça, et dans son cas à elle, cette jeune fille à la perle, on appelle ça la tronie. Alors ça fait un peu de trognon de pomme, genre oh que la mignonne petite trône. Et ben c'est exactement ce mot-là, c'est la tronie, la physionomie, le visage, et ça fait partie de cette catégorie-là, qui globalement en France, à part si t'es un roi ou si t'es un noble, on s'en carre le cul de ta tronche. Voilà, tu n'es personne, on ne veut pas voir ton visage sur une peinture. Surtout si on ne sait pas qui c'est. Et là c'est le cas, c'est une inconnue qui est peinte sans fond. Et on s'en fiche un peu du coup, voilà. Pourquoi on peut peindre cette femme? Pourquoi il s'est dit, tiens, elle est bonne, je vais me la garder, je vais me faire un petit portrait qui va durer 2 ans pour pouvoir un petit peu en profiter après? Parce qu'il y a l'influence. Et l'influence, c'est ce que je vous expliquais au début, c'est l'inter-échange avec les autres pays. Et donc, en France, c'est déjà le cas, en Italie, c'est déjà le cas. Quand on est un peintre, il faut aller dans un autre pays pour pouvoir enrichir ses carnets de croquis. Donc, je vous ai déjà expliqué ça à travers d'un jeu d'hier. Aller dans un autre pays pour enrichir ses croquis, c'est l'équivalent de Pinterest en beaucoup plus d'heures de poney et de mal au cul, que ça soit clair. C'est-à-dire qu'on va se dire, j'ai besoin d'avoir cette main de cette forme-là, en train de saisir un arc, en train de zigouiller un énorme serpent, en train de pointrer des trucs dans des nuages et tout, et j'ai du mal à l'imaginer. Et ça se trouve, il y a des gens qui les ont déjà peints, qui les ont déjà sculptés, et d'y aller avec son petit calepin, et de dessiner ça, ça permet en fait de pinter le truc qu'on aime bien. Et quand on revient dans son propre pays, on va faire une peinture, voilà, on reçoit une commande, tu me fais le sacre de Napoléon s'il te plaît, mais bien sûr, et là on sort son cahier, on ouvre, alors qu'est-ce que je vais lui mettre comme main? Oula, j'avais vu une main qui ne m'avait plu, mais où? À Rome. Et là on se sort ces petites mains qu'on a dessinées à Rome. Et c'est ça qui se passait. Donc il y avait des éléments qui plaisaient à gauche, qui étaient copiés pour pouvoir être refaits à droite. Et c'était le cas aussi avec les Pays-Bas. Alors évidemment, partir de Anvers ou de Delft, ça fait un petit peu plus de poney pour aller jusqu'à Rome, je vous l'accorde. Et surtout, il y a des montagnes à traverser en plus. Si on est malade en bagnole comme moi, je ne sais pas comment on peut être malade en poney, en calèche, mais à mon avis, ça devait être sympa. Donc, les mecs, ils vont en Italie et tout. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle la jeune fille à la perle, la Joconde du Nord. Alors, pas juste parce que « Ah, c'est marrant, c'est une fille qui nous regarde !» Pour le coup, elle est vraiment appelée la Joconde du Nord pour différentes raisons. Déjà, il y a la position. Tourner comme ça, les épaules vers la fenêtre, en tout cas vers la source de lumière, et le visage tourné aux 3/4 vers la personne qui l'a peint, donc là, Jonas Vermeer, ce n'est pas sans rappeler deux peintures de maître italien, une peinture du Titien et une peinture de Raphaël, où là, dans un décor où il y a air, il y a un mec qui est tourné, qui nous regarde, genre, comme un chat qu'on appelle au milieu de la rue, ça tourne les oreilles, ça te regarde, genre, que là. Voilà. Ben là, c'est pareil. Et ça, c'est étonnant parce que c'est très rare, donc forcément, on remarque. Donc là, déjà, premier truc, ça pécho de l'italien, très bien, la Joconde du Nord, ok. Deuxième point, et là, on va changer de la partie contexte, on va passer à la partie technique. La Joconde, en fait, il y avait une technique que De Vinci ou Leonardo da Vinci avait écrit dans son traité sur la peinture en disant voilà, moi je vous conseille pas de faire des lignes bien précises, ambiance coloriage, je fais ma ligne et ensuite je peins, mais je vous conseille de faire ce qu'il lui il appelait un sfumato, c'est-à-dire des œufs brouillés version peinture. On fait pas une ligne précise, on fait là, si, voilà, quand on s'éloigne c'est précis, mais quand on s'approche c'est un peu floux. Et Vermeer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un peu ça. En fait, quand on s'approche... Alors, c'est un tableau qui est très petit, hein, quand même. Il fait 44 cm de haut sur 39 cm de large. Quand on s'approche, eh ben, on se rend compte que la ligne qui trace le visage, eh ben, elle n'est pas nette. Elle n'est pas hyper précise comme un fil.
elle est légèrement floue. Et donc là-dessus, il a complètement imité la méthode de De Vinci. Donc, soit c'est un énorme hommage, soit c'est un énorme pompage. Dans les deux cas, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la Joconde du Nord. L'autre point technique qu'il faut comprendre avec Vermeer, c'est qu'il a utilisé la caméra obscura. Alors, le petit Johannes, on est sur de l'iPhone 12 du XVIIe siècle, c'est-à-dire qu'on aime les petits trucs de technologie pour pouvoir peindre. Donc la caméra obscura, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien ancêtre de l'appareil photo qui consistait en fait à pouvoir visualiser en spoiler la peinture qu'on allait faire. Donc c'est-à-dire qu'elle allait renvoyer l'image à travers une lentille, voir l'image qu'elle avait en face d'elle et la renvoyer à l'envers sur une surface plane pour se rendre compte un peu de ce qu'on allait avoir en résultat peint. Donc à partir de ça, en fait, il faisait bouger sa modèle un peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite, plus vers la lumière pour au-delà de l'œil, parce que vous voyez bien quand on regarde vous et moi quelque chose voilà, comme ça en face avec nos yeux, ça rend différemment qu'avec un appareil photo. Donc là, ce qu'il fait, c'est justement, il essaye d'optimiser le résultat en se servant de cet appareil pour que ça rende encore mieux. Donc voilà, il a corrigé vachement la posture, il a travaillé vachement l'ombre et la lumière pour pouvoir faire ce qu'il voulait. Enfin, un petit malin, quoi, en gros. Ensuite, sur la taille du tableau, on l'a comparé à un autre tableau de jeune fille. Euh, alors, il faut savoir que les historiens de l'art, globalement, hein, ça se branle quand même pas mal les neurones sur les sujets en question. Tous les sujets, pourquoi là, il y a une petite trace de rouge et tout. Moi, je suis partisane de dire, il y a sûrement des explications, beaucoup de choses, mais il faut aussi croire, je pense, que les mecs, parfois, ils faisaient pas des trucs où ils se disaient « Oh là, tiens, dis donc, si... je pense que je fais ça à cause de ça. » Peut-être juste ils peignaient sans raison particulière, en tout cas consciente, profonde. C'est comme, vous vous souvenez tous, en français, quand on faisait 4 pages sur une putain de suite de mots, ça se trouve, le mec, il l'a pas du tout pensé comme ça. Bon, je pense que c'est pareil en peinture. Peut-être que Johannes, il avait un format de prédilection, je veux dire, en primaire, on a tous eu 12 fois la carte Ponyta des Pokémon, ça veut pas dire qu'on avait un goût extrêmement prononcé pour Ponyta, c'était juste peut-être que c'était le plus facile. Voilà, donc peut-être que c'était pareil pour lui. Peut-être qu'il aimait pas les gros formats, qu'un format de 44 cm, ça se traballait bien sous le manteau, on sait pas. Voilà, mais je voulais en parler. Ensuite, sur les couleurs qu'il y a dans cette peinture. C'est assez facile hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. En fait, ils ont compté avec l'étude scientifique une dizaine de pigments, ce qui est vraiment très peu. Et il faut se rendre compte à l'époque que faire de la peinture, c'est pas comme nous, genre alors cultura.com, hop hop, click and collect au drive et compagnie. Non, non, on fabrique sa peinture. C'est-à-dire qu'on va chez un marchand de pigments, on mélange avec des huiles et tout ça pour pouvoir ensuite l'étaler. Il y a des pigments qui coûtent plus cher que les autres. Voilà. Donc c'est pour ça que quand on regarde une peinture qui a énormément de pigments, elle est riche aussi de la provenance des pigments, c'est-à-dire tel rouge, on sait que c'est tel insecte, que machin mon cul, tel vert c'est ça, tel bleu c'est ça, voilà. Aujourd'hui on fait de la peinture avec les enfants en disant ça c'est du bleu, ça c'est du jaune et on n'en a plus rien à foutre. Mais il faut quand même comprendre qu'au XVIIe siècle, créer sa propre couleur, sa propre peinture, c'est un truc de dingue quand même. C'est une recette de Mercotte, mais version XVIIe siècle. Ah, non, remarque, peut-être qu'il connaissait déjà Mercotte. C'est possible. Sur ces couleurs, donc 10 pigments, une dizaine de pigments, et notamment quand même ces deux favoris, le jaune et le bleu, d'accord, qui notent très fort à l'œil. Hein. On aime bien, et d'ailleurs Van Gogh, d'ailleurs, après, il a kiffé sa mère aussi, le jaune et le bleu, et on dit, les historiens disent voilà, qu'il a emprunté ces couleurs à Vermeer. Ce sont des couleurs qui vont très bien dans l'œil, qui matchent très bien ensemble, bien qu'elles ne soient pas complémentaires, ce sont deux couleurs primaires. Mais regardez, Ikea, pareil, bleu, jaune, pam, ça marche de fou. Et c'est ce qui va aussi dans cette peinture, c'est que c'est plaisant. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est plaisant à l'œil. Et lui, c'est ce qu'il aimait. Regardez aussi dans la laitière, c'est les deux couleurs qu'il a utilisées et qui font que ça claque du cul. Parce que si c'était vert et rouge, oh, peut-être ça serait bien, mais ça rend pas pareil. Donc jaune et bleu, c'est son truc, c'est son délire. Et deux couleurs aussi claires avec la peau porcelaine, lait de cul de la meuf, ça claque avec le noir derrière. C'est vraiment, quand on parle un peu des peintures, des caravagesques d'Utrecht et compagnie, en gros les peintres clairs-obscurs du Nord, qui consistait en fait plus
on met du sombre quelque part, plus le clair augmente. Voilà, c'est le principe même du contraste, hein, que parfois certaines personnes utilisent et un petit peu abusent sur leur téléphone. C'est ce qui se faisait en peinture. On abusait, ou pas, ça dépend des points de vue, du contraste. Lui, là, il a utilisé le contraste avec un fond qui est complètement noir par rapport à la Joconde dont on parlait tout à l'heure, où il y avait un fond avec un paysage. Là, il dit, voilà, j'encule le paysage, je vais faire que noir, voilà. Ce qui fait que ça met... Voilà, on n'est pas attiré par le fond, on ne regarde pas, on n'est pas perdu dans les détails. Et ça donne cette impression presque de trompe-l'œil, hein, de la jeune fille, de se dire, oh putain de merde, elle est là, elle va bouger. Et là-dessus, il est fort. Et du coup, aussi, avec les accroches de lumière qu'il a fait, on va utiliser un terme que vous connaissez aussi avec l'iPhone. En tout cas, si vous n'avez pas un iPhone, votre cellulaire, un portatif, il a utilisé aussi un tout petit peu de surexposition. Il y a des accroches de lumière dans la perle, dans la lèvre, d'accord, dans la peau en elle-même, où, voilà, là, on a l'impression qu'on a un spot 2000 watts sur la gueule, et ce qui fait qu'on est pris totalement par le regard. On a l'impression que les yeux sont même pas en globe oculaire en termes de matière, mais ce sont des assiettes, c'est de la porcelaine. Voilà. Et donc c'est ça qui fait que ça marche très bien, alors que pourtant c'est hyper simple. Il faut savoir qu'il a peint de manière extrêmement moderne. Alors forcément, on s'en rend pas compte parce que pour nous, c'est une peinture, elle a craquelé de fou et tout. Mais pour l'époque, c'est hyper moderne. Pourquoi? Parce que en fait, il a peint comme une brute épaisse. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ils ont carrément retrouvé des poils de cul de pinceau dans la peinture. Donc le mec était là, allez, tartine, c'est parti, j'en ai rien à foutre, c'est parti. Alors, vu comment c'est beau et vu comment c'est précis, on a du mal à se rendre compte, mais c'était ça pourtant. Il a peint tellement fort que que les poils se sont décrochés. Et ça, c'était vraiment typique des peintres contemporains à son époque. C'est-à-dire, les mecs, ils n'étaient pas à fond les ballons sur doucement, doucement, la toute petite ligne. Non, lui, il a peint, il a fait son truc et tout. Alors, forcément, ça n'a pas duré 20 minutes, hein, vu qu'il a probablement mis 6 mois ou 1 an ou 2 ans, on ne sait pas à la faire. En tout cas, c'est toujours plus rapide que plein d'autres peintres. Alors, on note, donc il y a peu de choses sur cette peinture, hein. On voit quand même, et du coup, il y a aussi l'espèce de turban. Pourquoi le turban? Bon, alors, globalement, on découvre le monde exotique à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que c'est un peu l'époque des pirates. Ouais, on est dans le 17e, c'est bientôt Jack Sparrow. En tout cas, la conquête, pas de l'Ouest, mais de la route des Indes, des Amériques et tout ça est en marche. Donc le commerce triangulaire est en marche. Donc les bateaux, ça y va peinardos. Faut jamais oublier de replacer une peinture dans son contexte et le contexte actuel. C'est que la compagnie néerlandaise des Indes orientales, eh ben ça fonctionne, des navires de commerce et tout. Donc, des connards avec des turbans, voilà, genre je sors de la douche, j'ai mis ma serviette en turban, eh ben ils envoient. Et donc, d'ajouter ça sur une peinture, ça ajoute un petit truc exotique, hein. C'est comme aujourd'hui, gratter d'une kumquat sur son gâteau là qu'on n'a rien demandé à personne, ça fait genre, moi je suis exotique les mecs, moi je connais des trucs, voilà. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Ensuite, aujourd'hui, la pourquoi je dis aujourd'hui? Je ne sais pas. C'est des mots qui arrivent dans ma bouche, je ne comprends pas. Alors, ensuite, après le turban, qu'est-ce qu'on remarque? La perle. Et la perle, c'est un des attributs féminins que préfère Vermeer. Vraiment, c'est ce qu'il préfère. Alors, une cup au coin de l'oreille, ça fonctionne pas très bien. Mais la perle, c'était son truc favori. C'est le symbole, en fait, en tout cas dans la tradition chrétienne, c'est le symbole de la chasteté. Et donc, en dehors, en Occident, je veux dire, en dehors du coup du visage très juvénile de la jeune fille, rajouter une perle, c'est un putain de warning pour dire elle est vierge. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un côté très doux, il y a un côté très pur, très innocent. Et quand on est iconographe et qu'on sait décoder les trucs, alors évidemment, tous les gens qui vont devant le tableau vont pas dire mec, moi je sais qu'une perle, ça veut dire chasteté. Donc je vous le dis, maintenant que vous savez, vous pourrez briller en société le jour, vous pourrez ravoir des dîners. En tout cas, vous pouvez peut-être briller en apéro Zoom, ça c'est sûr. Bon alors quand même, voilà, on a bien parlé 20 minutes de la jeune fille à la perle, on va peut-être s'arrêter là. Si c'est un sujet qui vous plaît, je vous conseille de lire. Si vous possédez des yeux et que vous savez lire, ça peut fonctionner, hein. Vous pouvez commander sur internet le livre de Tracy Chevalier sur justement la jeune fille à la perle, Girl with Pearl Earring, dans sa version originale. C'est un truc qui date de 21 ans, 99, tout à fait 21 ans, tu sais bien compter ma vie, qui a été fait en film, justement, je vous en parlais au début avec Scarlett Johansson. Alors,
Il faut savoir que Tracy Chevalier, elle a fait aussi un livre sur la Dame à la licorne, on en a parlé il n'y a pas longtemps en jeudi art. Elle a tissé, hein, elle a brodé, elle a inventé, enfin en tout cas elle a romancé cette histoire. Donc il ne faut pas vous dire que ce qu'elle dit, c'est vrai. Comme le Da Vinci Code. On se détend le cul hein, sur ce qui est dit. Elle a romancé complètement le truc. Néanmoins c'est intéressant parce que ça permet de voir quand même pas mal de choses dans le contexte de cette vie-là. Il est chouette. En tant que tel, il est complètement chouette. Aujourd'hui, comme je vous expliquais au début, c'est un tableau qui est célèbre maintenant, qui ne l'a pas été. Et globalement, c'est un tableau qui est quand même hyper beau, qui est simple, très bien exécuté, qui est très beau, et qui permet quand même de mettre un sacré spot sur les peintres néerlandais, en plus de l'époque d'or, avant qu'ils se fassent martyriser la gueule par les Français en 1672. Sur ce, et sur cette bonne humeur, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée si vous m'écoutez. Je n'y arrive pas, voilà, je ne vais pas réussir à dire le dernier mot. Si vous m'écoutez en soirée, je vous la souhaite longue et profitable, et je vous dis à bientôt.